L'invitation est arrivée un mardi matin, de couleur crème et élégante, avec un lettrage doré en relief qui hurlait littéralement le goût du luxe. Mes mains n'ont pas tremblé quand je l'ai ouverte. Je savais que cela arriverait. Après tout, mon ex-femme s'était assurée que tout le monde soit au courant de ses prochaines noces avec l'homme pour qui elle m'avait quitté. Vous êtes cordialement invité à célébrer le mariage de... Je n'avais pas besoin de lire les noms. Je les connaissais par cœur. Je les connaissais à cause des textos nocturnes que j'avais découverts, des reçus de chambres d'hôtel et de dîners hors de prix, du parfum qui n'était pas le sien et qui s'accrochait à son col quand ils s'étaient rencontrés pour le travail. Mon divorce avait été prononcé il y a 8 mois. 8 mois depuis que je l'avais confrontée avec l'épreuve, depuis qu'elle avait pleuré et s'était excusée, pour ensuite, dans le même souffle, défendre ses actes. « Tu n'étais jamais là », avait-elle dit. Il me fait me sentir vivante. Comme si mes semaines de 60 heures de travail pour financer notre train de vie avaient été un échec personnel plutôt qu'un sacrifice. Le divorce avait été heureusement rapide. Pas d'enfant, Dieu merci. Elle voulait la maison. Je la lui ai laissée. Elle voulait la moitié de ma retraite. Elle l'a eue. J'avais tout signé sans discuter, à la grande frustration de mon avocat. Mais j'avais mes raisons. Je voulais qu'elle disparaisse complètement pour pouvoir commencer le travail de reconstruction. Et je m'étais reconstruit. J'ai regardé mon nouvel appartement, plus petit mais à moi, rempli de meubles que j'avais choisis, décorés dans des couleurs que j'aimais vraiment. J'avais perdu du poids, recommencé à courir comme je le faisais à l'université, renoué avec des amis que j'avais négligés pendant mon mariage, commencé une thérapie. L'homme que je devenais ne ressemblait guère au mari épuisé et pris pour acquis que j'avais été. Mais j'avoue que lorsque cette invitation est arrivée, quelque chose de sombre s'est agité dans ma poitrine. Pas de la jalousie, celle-ci était morte depuis des mois. Non, c'était autre chose. Un désir, peut-être, de justice cosmique, pour qu'elle comprenne, ne serait-ce que brièvement, la trahison que j'avais ressentie. J'ai répondu présent. Oui. Mes amis pensaient que j'étais fou. Pourquoi te torturer, a demandé mon meilleur ami autour de quelques bières. Elle ne mérite pas que tu y accordes du temps. J'ai besoin de tourner la page, ai-je menti. La vérité était plus compliquée. Je voulais la voir l'épouser. Je voulais la regarder promettre l'éternité à un homme qui l'avait aidé à rompre ses promesses envers moi. Je voulais voir si ce choix lui apportait le bonheur dont elle avait été si certaine. Le mariage était prévu au domaine des Saules, un lieu que nous avions visité autrefois pour le renouvellement de nos vœux de 10 ans de mariage, un événement qui n'a jamais eu lieu parce qu'elle était trop occupée à planifier sa liaison. L'ironie ne m'a pas échappé. À l'approche du jour J, je me sentais étrangement calme. J'ai acheté un nouveau costume, je me suis fait couper les cheveux, j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un de façon décontractée. Une femme gentille de mon groupe de course à pied qui ne me demandait rien d'autre que de l'honnêteté et du temps, deux choses que je pouvais désormais donner librement. Le matin du mariage, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô? Est-ce bien? La voix a hésité. Est-ce bien l'ex-mari? J'aurais dû raccrocher. La curiosité l'a emporté. Qui demande? Quelqu'un qui pense que vous devriez savoir quelque chose au sujet du marié avant la cérémonie d'aujourd'hui. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je vous écoute. Ce que l'appelant m'a dit au cours des 5 minutes suivantes a tout changé. Il était propriétaire, m'a-t-il expliqué, d'un petit appartement en centre-ville. Un appartement que l'amant de mon ex-femme louait depuis 3 ans. Un appartement où il avait amené ma femme, oui, mais aussi d'autres, beaucoup d'autres. J'ai reconnu l'annonce du mariage dans le journal, a dit le propriétaire. J'ai vu sa photo et je me suis souvenu d'elle. Elle avait l'air gentille. Toujours polie quand je la voyais là-bas. J'ai lutté avec ma conscience à ce sujet. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire. Elle a épousé un infidèle qui n'a jamais cessé de la tromper. Ça l'a détruite. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas simplement ne rien dire. Il m'a donné des détails, des heures, des dates, des descriptions d'autres femmes. Il avait tenu des registres parce que le locataire avait fait l'objet de plaintes répétées pour nuisances sonores de la part des voisins. Il avait même les images des caméras de sécurité de l'entrée de l'immeuble. Pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé. Parce que je pense qu'elle devrait savoir qui elle épouse.
Et je pense que cela aurait plus de poids venant de quelqu'un présent au mariage plutôt que d'un appel téléphonique d'un inconnu. J'ai essayé de la joindre, ses numéros sont sur liste rouge et mes emails me sont revenus. Une idée commençait à germer. Terrible, mesquine, parfaite. Et si vous le lui disiez vous-même, ai-je suggéré. En tant qu'invité au mariage. Il y a eu un long silence. Je ne pourrais pas entrer sans invitation. Et si je vous donnais la mienne? Une autre pause, plus longue cette fois. Feriez-vous vraiment ça? J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. J'ai pensé à chaque mensonge, à chaque conversation manipulatrice où elle m'avait fait me sentir fou pour mes soupçons. Chaque fois qu'elle était rentrée à la maison avec l'odeur de son parfum et m'avait dit que je m'imaginais des choses. Oui, ai-je dit. Je le ferai vraiment, mais je veux être là pour le voir. Y a-t-il un moyen pour que nous puissions tous les deux y assister? Le propriétaire, il a dit s'appeler Guillaume, a réfléchi un instant. Le lieu aura une limite de capacité, mais ces choses sont généralement peu contrôlées pendant le vin d'honneur. Si vous arrivez séparément, en restant discret, l'un de nous assiste à la cérémonie et l'autre se glisse à l'intérieur après. Faisons ça, ai-je dit. Nous l'avons planifié soigneusement au cours des heures suivantes. Guillaume utiliserait mon invitation pour assister à la cérémonie. J'arriverai pendant la réception, me glissant dans la foule. Guillaume attendrait le moment des discours, puis se lèverait et livrerait son message. Je serais là pour voir son visage quand son nouveau départ parfait s'effondrerait. Était-ce cruel? Probablement. Était-ce mesquin? Absolument. Est-ce que je m'en souciais? Pas le moins du monde. Parfois, me suis-je dit en repassant mon costume ce soir-là, l'univers a besoin d'un coup de main avec le karma. Le domaine des Saules ressemblait à un conte de fées. Alors que je me garais sur le parking de débordement, des roses blanches grimpaient sur des treillis, des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux chênes centenaires, et un quatuor à cordes jouait doucement au loin. Mon ex-femme avait toujours vu les choses en grand, et de toute évidence, l'argent de son nouveau mari faisait de ses rêves une réalité. J'ai attendu dans ma voiture, regardant les invités arriver dans leurs tenues élégantes. J'en ai reconnu beaucoup, sa famille, nos anciens amis de couple qui avaient choisi leur camp, des collègues de son agence de marketing. Chaque arrivée ressemblait à un petit coup de poignard. Un rappel de la vie que nous avions partagée et qu'elle avait rejetée si facilement. Mon téléphone a vibré. Guillaume, je suis à l'intérieur. La cérémonie commence dans 5 minutes. Elle a l'air heureuse. Bien sûr qu'elle l'était. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait. La liaison passionnée, l'amant riche, le mariage parfait. Pour l'instant. J'ai attendu encore 20 minutes jusqu'à ce que j'entende les sons lointains de la fin de la cérémonie, l'éruption des applaudissements. Puis, j'ai attrapé la veste de costume que j'avais apportée, je l'ai enfilée par-dessus ma chemise décontractée et je me suis dirigé vers le domaine. Le vin d'honneur se tenait dans le jardin du domaine, et la foule était importante, au moins 200 personnes déambulant avec des flûtes de champagne et des amuse-bouches. Je me suis fondu dans la masse facilement, juste un autre visage dans une mer de fêtards. Personne n'a remis en question ma présence. Personne ne m'a même regardé à 2 fois. Je l'ai repérée immédiatement. Elle portait une robe blanche ajustée qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, ses cheveux bruns relevés dans une coiffure complexe. Elle était radieuse, riant de quelque chose que son nouveau mari disait, sa main posée de façon possessive sur son bras. Il était grand, d'allure distinguée avec des cheveux argentés, probablement 15 ans de plus qu'elle. De la vieille fortune, si l'on en jugeait par la montre à son poignet. En la regardant, je n'ai rien ressenti. Ni amour, ni colère, pas même de satisfaction, pour l'instant. Juste un vide étrange là où elle habitait autrefois dans mon cœur. Excusez-moi, vous êtes avec la mariée ou le marié? Une femme âgée est apparue à mes côtés, souriant chaleureusement. Oh, nous sommes de vieux amis, ai-je dit vaguement. N'est-ce pas merveilleux? Une si belle cérémonie. Bien qu'entre vous et moi, elle s'est penchée d'un air complice, j'ai toujours pensé que c'était un peu précipité. Ils ne sont ensemble que depuis 1 an, mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis que la tante du marié. Personne ne m'écoute. 1 an officiellement, ai-je pensé. 3 ans si l'on comptait à partir du moment où la liaison avait commencé alors qu'elle était mariée avec moi. Je me suis excusé et j'ai trouvé un coin d'où je pourrais observer sans être évident. J'ai finalement aperçu Guillaume à travers le jardin. Il était de taille moyenne,
banal dans un costume sombre, le genre de personne qui pourrait se fondre dans n'importe quelle foule. Nos regards se sont croisés brièvement, et il m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Le vin d'honneur a semblé interminable. J'ai regardé mon ex-femme faire le tour des invités comme le papillon mondain qu'elle avait toujours été, présentant son nouveau mari à des parents, posant pour d'innombrables photos, se prélassant dans l'attention. Elle avait l'air si sûre d'elle, si certaine de ses choix. Je me suis presque senti mal pour ce qui allait arriver. Presque. Finalement, le personnel a commencé à diriger les invités vers la salle de réception. Elle était magnifique. Des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la rivière. Des tables recouvertes de nappes ivoires, des centres de tables d'orchidées blanches et de bougies. J'ai trouvé une place à une table près du fond, positionnée de façon à pouvoir voir la table d'honneur sans être immédiatement remarqué. Guillaume était assis plus près de l'avant, ai-je remarqué, ce qui était mieux pour ce qu'il avait à faire. Le dîner a été servi. Plusieurs plats, tous plus élaborés les uns que les autres. Le vin coulait à flot. L'énergie dans la pièce était joyeuse, festive. Mon ex-femme et son mari ne cessaient de se toucher, de chuchoter, de s'embrasser. Le portrait parfait du bonheur des jeunes mariés. Puis sont venus les discours. Le témoin a commencé, racontant des histoires drôles sur les années d'université du marié, faisant de gentilles blagues sur le fait qu'il s'était enfin fait attraper. La demoiselle d'honneur a suivi. La sœur de mon ex-femme, qui a fait un discours étonnamment émouvant sur l'amour et les secondes chances qui m'a fait serrer les dents. Parfois, a-t-elle dit, les larmes aux yeux, nous devons être assez courageux pour choisir le bonheur, même quand c'est compliqué. Compliqué? C'était un mot pour le dire. La salle a applaudi, les verres ont tinté. Le couple s'est embrassé pour ce qui semblait être la 100e fois. Le DJ était sur le point de lancer la musique quand Guillaume s'est levé. « Excusez-moi » a-t-il interpellé, sa voix perçant le brouhaha. « J'aimerais dire quelques mots, si vous le permettez. » La salle est devenue silencieuse. Mon ex-femme avait l'air confuse, essayant de le replacer. L'expression de son mari était poliment dans l'attente, mais légèrement agacée par l'interruption. « Je suis désolé de vous interrompre » a poursuivi Guillaume en s'avançant vers le devant de la pièce. « Je sais que je ne suis pas sur la liste officielle des discours, mais je me suis senti obligé de me lever et de reconnaître cette union, car j'ai joué un rôle assez important dans votre relation, même si vous ne le saviez pas, il avait maintenant l'attention de tout le monde. » La sœur de mon ex-femme a chuchoté quelque chose, demandant probablement qui il était. Je me suis penché en avant, le cœur battant. « Voyez-vous, » a dit Guillaume, la voix ferme et claire. « Je suis propriétaire ici dans la ville. Depuis 3 ans, je loue un petit appartement dans le 11e arrondissement. Le locataire a été très régulier, très fiable avec le loyer, toujours payé à temps. » Le visage du marié s'était figé. Mon ex-femme fronçait les sourcils, ne comprenant pas encore. « Je vous ai reconnus tous les deux grâce à l'annonce de vos fiançailles dans le journal, » a poursuivi Guillaume. « Les photos étaient très bonnes, et je me suis rendu compte que je vous avais déjà vus tous les deux auparavant, de nombreuses fois. En fait, en train d'entrer et de sortir de cet appartement. On aurait pu entendre une mouche voler. » La main de mon ex-femme s'était portée à sa gorge, son visage se vidant de ses couleurs alors qu'elle commençait à comprendre. « Et c'est là que j'ai senti que je devais parler, » a dit Guillaume, d'un ton presque désolé maintenant. « Parce que, bien que j'ai vu la mariée à cet appartement assez régulièrement au cours de la dernière année environ, elle n'était pas la seule femme que j'ai vue là-bas. En fait. Ça suffit. » Le marié s'était levé brusquement, le visage livide. « Je ne sais pas qui vous êtes ni à quel jeu vous jouez. » « Aucun jeu, monsieur. Juste la vérité. J'ai des dossiers si cela vous intéresse. Des images de sécurité de l'entrée du bâtiment. Ma conscience ne me permettait pas de rester silencieux pendant que cette femme épousait un homme qui lui a été systématiquement infidèle. Tout comme il a été infidèle lors de son précédent mariage. » La salle a explosé dans le chaos. La salle de réception s'est transformée d'une fête en un cirque en quelques secondes. Des voix ont éclaté de tous les coins. Des halètements, des exclamations choquées, des gens sortant leur téléphone pour capturer le spectacle. Mon ex-femme s'était levée d'un bond, son visage passant par la confusion, l'horreur et la réalisation naissante. « C'est de la folie » a-t-elle crié, mais sa voix s'est brisée. « Mais qui êtes-vous à la fin ? » ?»« La sécurité. »« Que quelqu'un appelle la sécurité. » Son nouveau mari.
Je ne pouvais pas me résoudre à penser à lui avec plus de dignité que, le marié était devenu absolument raide. Son visage n'était plus seulement pâle. Il était gris, de la couleur du vieux béton. Ses yeux scrutaient la pièce comme un animal pris au piège cherchant une issue. J'ai des preuves, a dit Guillaume calmement, sortant son téléphone. Je peux vous montrer les horodatages du système de sécurité de l'immeuble. Des dates, des heures, plusieurs femmes, j'en ai bien peur. La blonde qui venait tous les mercredis après-midi pendant 6 mois. La rousse qui avait une clé de là-bas. Espèce de fils de... Le marié s'est jeté vers Guillaume, mais le témoin l'a rattrapé, le retenant. Tu viens à mon mariage et tu répands des mensonges. Des mensonges? La voix de mon ex-femme a tranché le chaos comme un couteau. Elle s'est tournée vers son mari et j'ai pu voir que ses mains tremblaient. Alexandre, de quoi parle-t-il? Quel appartement? J'ai remarqué qu'elle avait utilisé son prénom, Alexandre. C'était drôle comme je ne m'étais jamais permis de penser à lui autrement que comme, l'autre homme, ou, son amant. Lui donner un prénom le rendait trop réel, trop humain. La bouche d'Alexandre s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson. Ma chérie, c'est clairement une sorte de coup monté. Quelqu'un essaie de gâcher notre journée. L'appartement de la rue de Vaugirard, a interjeté Guillaume pour aider. Appartement 304. Vous le louez depuis 3 ans maintenant. Vous avez signé le bail vous-même sous le nom de votre SARL. Je peux lui montrer les documents si vous le souhaitez. Mon ex-femme a reculé en titubant, rattrapée par sa sœur. Rue de Vaugirard? Alexandre, tu m'as dit que c'était l'espace de stockage de ton entreprise. Tu as dit que tu avais besoin d'un endroit pour garder des échantillons d'inventaire et... Oh mon Dieu! Sa main a volé à sa bouche. Oh mon Dieu! Toutes ces fois où tu as dit que tu devais vérifier l'inventaire. Combien? La question venait de la tante d'Alexandre, la douce femme âgée à qui j'avais parlé plus tôt. Elle s'était levée, le visage dur comme la pierre. Combien de femmes? Guillaume a consulté son téléphone avec l'air de quelqu'un qui lit une liste de courses. J'ai recensé 7 femmes différentes au cours du bail. Certaines étaient des visiteuses régulières, d'autres plus sporadiques. Bien que je doive noter que la mariée a certainement été la plus fréquente au cours de l'année écoulée. 7. Le chiffre flottait dans l'air comme de la fumée. J'ai regardé le visage de mon ex-femme s'effondrer, j'ai vu ses genoux plier littéralement. Sa sœur et sa mère l'ont rattrapée, l'installant doucement sur une chaise. Elle ressemblait exactement à ce que j'avais ressenti il y a 8 mois, lorsque j'avais découvert sa liaison. Brisée, incrédule, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. J'aurais dû me sentir triomphant. C'était pour ça que j'étais venu, n'est-ce pas? Pour voir son visage affronter la même trahison qu'elle m'avait infligée. Pour regarder sa nouvelle vie parfaite imploser avant même d'avoir commencé. Mais au lieu de cela, je me sentais vide. La regarder souffrir ne remplissait pas l'espace vide qu'elle avait laissé. Cela créait juste plus de vide. Alexandre essayait désespérément de reprendre le contrôle. C'est de la diffamation. J'appelle mon avocat. Ton avocat? La voix de sa tante était glaciale. Alexandre, y a-t-il une once de vérité dans tout ça? Le silence qui a suivi a suffi comme réponse. Les épaules d'Alexandre se sont affaissées, toute combativité le quittant. Autour de la pièce, les gens rassemblaient leurs affaires, chuchotaient, fixaient du regard. Le photographe avait arrêté de prendre des photos. Le DJ avait coupé la musique. Même les serveurs s'étaient figés sur place, pris au piège du service de dîner le plus inconfortable au monde. J'ai besoin de voir les preuves, a dit doucement mon ex-femme. Sa voix était devenue plate, sans émotion, le ton de quelqu'un en état de choc. Montrez-moi. Guillaume s'est approché, inclinant son téléphone pour qu'elle puisse voir l'écran. Je ne pouvais pas distinguer les images d'où j'étais assis, mais j'ai regardé son visage pendant qu'elle faisait défiler ce qu'il lui montrait. À chaque glissement de doigts, elle semblait rapetisser, se replier sur elle-même. C'est la femme de ton bureau, a-t-elle chuchoté. Ton assistante. Tu m'avais dit qu'elle était mariée. Elle l'était. Je peux t'expliquer, a commencé Alexandre. Et elle. Ce n'est pas la meilleure amie de ton ex-femme? Sa voix s'élevait maintenant, le choc cédant la place à la fureur. Tu m'as dit que tu ne parlais plus jamais à personne de ton premier mariage.
Tu as dit que tu avais coupé tous ces liens, que tu voulais un nouveau départ avec moi. La meilleure amie de l'ex-femme. Je ne connaissais pas ce détail. Apparemment, Alexandre était un infidèle sans discrimination, trahissant tout le monde dans son orbite. J'ai failli rire de l'absurdité de tout cela. Tout le monde doit se calmer, a tenté le témoin d'Alexandre, sa voix portant la fausse cordialité de quelqu'un essayant de désamorcer une bombe avec du ruban adhésif et une prière. C'est clairement un malentendu que le couple peut régler en privé. Un malentendu. Mon ex-femme s'est retournée contre lui avec un tel venin qu'il a littéralement reculé d'un pas, il a gardé un appartement pour coucher avec d'autres femmes, plusieurs autres femmes, pendant toute notre relation. Qu'y a-t-il exactement à mal comprendre? Ma chérie, Alexandre a tendu la main vers elle. Elle a repoussé sa main d'une claque. Ne me touche pas. N'ose pas me toucher. La mère de la mariée s'est levée, le visage rigide de fureur et d'humiliation. Ce mariage est terminé. Tout le monde sort, maintenant. Mais personne ne bougeait. C'était comme regarder un accident de voiture. Horrible, mais impossible d'en détourner les yeux. Mon ex-femme avait commencé à faire les 100 pas, sa robe de prix bruissant à chaque pas agité. J'ai quitté mon mari pour toi, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée sur les mots. J'ai détruit mon mariage, perdu la moitié de mes amis, déçu mes parents, tout ça parce que tu m'as convaincu que nous avions quelque chose de spécial, quelque chose de réel. C'est le cas, a insisté Alexandre. Cela ne change rien à ce que nous avons. Ce que nous avons? Elle a ri. Un son strident et laid. Nous avons des mensonges, Alexandre. Nous avons une relation entière bâtie sur des cachotteries et la tromperie. Je pensais juste être l'exception, celle à qui tu serais enfin fidèle. Mais je n'étais qu'une femme de plus dans ta rotation, n'est-ce pas? Le silence d'Alexandre était accablant. J'ai regardé la réalisation envahir son visage. La compréhension qu'elle n'avait pas été spéciale, qu'elle n'avait pas été différente, qu'elle ne valait pas la peine de changer. Elle avait été pratique, disponible, consentante, mais jamais unique. Sors, a-t-elle chuchoté. Sors de ma vue. Chérie, s'il te plaît, si on pouvait juste parler en privé. Sors. Le cri s'est arraché de sa gorge, brut et primitif. Sors. 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 Alexandre a regardé autour de la pièce, espérant peut-être trouver un allié, mais n'a trouvé que des visages hostiles ou compatissants. Même son témoin s'était éloigné d'un pas. Finalement, il a réajusté sa cravate, a essayé de sauver un peu de dignité, et a marché vers la sortie. À la porte, il s'est arrêté, a ouvert la bouche comme pour parler, puis a changé d'avis, et a disparu dans la nuit. Le silence qu'il a laissé derrière lui était assourdissant. Mon ex-femme se tenait au centre de la salle de réception dans sa robe de mariée, entourée de chaises renversées et de coupes de champagne abandonnées, et s'est lentement laissée glisser au sol. Sa mère s'est précipitée à ses côtés, mais elle l'a repoussée d'un geste. Elle est restée assise là, cette femme qui avait été mon épouse, ses rêves en lambeaux autour d'elle. Guillaume s'est frayé un chemin discrètement vers la sortie. En passant devant ma table, nos regards se sont de nouveau croisés. Il a fait un petit signe de tête, mission accomplie. Et est parti. Les gens ont commencé à se disperser, rassemblant leurs affaires, appelant des voitures, chuchotant. La famille de la mariée s'est regroupée autour d'elle, essayant de la persuader de se lever, mais elle semblait inamovible, figée sur place par le poids de ses mauvais choix. J'aurais dû partir à ce moment-là, j'aurais dû m'éclipser, satisfait que le karma ait fait son œuvre. Mais je me suis retrouvé debout, me frayant un chemin à travers la foule qui se clairsemait, attiré par quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Sa sœur m'a vu en premier. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Qu'est-ce que tu? Mon ex-femme a levé les yeux et pendant un instant, nous nous sommes juste dévisagés. Toi, a-t-elle soufflé. C'est toi qui es derrière tout ça. J'aurais pu mentir. J'aurais pu feindre l'innocence. Prétendre que j'étais juste un invité innocent qui avait assisté au spectacle avec tout le monde. Mais je me suis rendu compte que j'étais fatigué des mensonges, fatigué des jeux, de la tromperie, des faux-semblants qui avaient tout empoisonné. Oui, ai-je admis simplement. Son visage s'est transformé. Le choc s'est mué en rage, puis en quelque chose de pire. La compréhension. Ce propriétaire. Tu l'as amené ici. Tu as planifié ça. Il m'a appelé,
ai-je corrigé. Il m'a dit ce qu'il savait. J'ai juste facilité l'éclatement de la vérité aujourd'hui plutôt que le mois prochain ou l'année prochaine. Elle s'est efforcée de se lever. Sa sœur et sa mère ont essayé de l'aider, mais elle s'est dégagée. Même dans son anéantissement, même assise dans les ruines de son mariage, elle était fière. J'avais toujours admiré cela chez elle, même quand ça se manifestait par de l'obstination. Tu as fait ça par vengeance, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu es venu ici pour m'humilier. Je suis venu ici parce que tu m'as envoyé une invitation à ton mariage avec l'homme avec qui tu m'as trompé, ai-je répondu, en gardant une voix posée. Tu voulais que je sois témoin de ton bonheur. Je me suis juste assuré que tout le monde soit témoin de la vérité à la place. Tu n'en avais pas le droit. Vraiment? Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu. Tu as détruit notre mariage. Tu m'as menti en plein visage pendant des mois. Tu m'as fait douter de ma propre santé mentale alors que je savais que quelque chose n'allait pas. Et puis tu l'as épousée comme si je n'étais qu'un chapitre que tu avais clos. Comme si nos 7 années passées ensemble ne signifiaient rien. Elle signifiait quelque chose. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, traçant des sillons à travers son maquillage soigneusement appliqué. Mais nous n'étions pas heureux, tu le sais. Nous ne l'étions pas. Je me noyais dans notre mariage et Alexandre m'a fait me sentir spécial. Te sentir vivante. Ouais, je me souviens du discours. Le même que tu m'as fait quand je l'ai découvert. Mais voici ce que tu n'as jamais compris. Il les a toutes fait se sentir comme ça. Absolument toutes ces femmes. Il ne s'agissait pas de toi. Il ne s'est jamais agi de toi. La cruauté de mes mots l'a frappé comme un coup physique. Elle a titubé. Et cette fois, quand sa mère l'a rattrapée, elle ne s'est pas dégagée. Pourquoi, a-t-elle chuchoté. Pourquoi m'as-tu fait ça? J'ai ouvert la bouche pour expliquer la douleur, la colère, les longues nuits à me demander ce que j'avais fait de mal. Pour lui parler de la satisfaction que j'avais anticipé ressentir. Mais en me tenant là, à regarder sa robe de mariée traîner sur le sol et son maquillage minutieux couler en ruisseau noir, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne sais plus, ai-je dit honnêtement. Je croyais vouloir que tu ressentes ce que j'ai ressenti, que tu comprennes la trahison. Mais de le voir se produire, ça ne fait pas l'effet que j'imaginais. Tu es un monstre, a craché sa sœur, se plaçant de manière protectrice devant elle. Peut-être que je l'étais. Peut-être que faciliter cette humiliation publique ne me rendait pas meilleur qu'eux. Mais j'avais passé 8 mois à être la personne indulgente, à prendre le chemin de la dignité, à tout signer sans me battre. Pour une fois, j'avais voulu qu'elle fasse face aux conséquences. Je devrais y aller, ai-je dit doucement. Attends. La voix de mon ex-femme m'a arrêté. Elle a repoussé sa sœur pour s'approcher. De près, je pouvais voir toute l'étendue de sa dévastation. Des yeux gonflés, des lèvres tremblantes, la panique sauvage de quelqu'un dont la vie entière venait d'imploser. Y a-t-il? Y a-t-il une chance? Elle a dégluti difficilement. Pouvons-nous parler plus tard? Je veux dire, quand tout cela sera. Non. Le mot est sorti plus doucement que je ne m'y attendais. Il n'y a plus rien à dire. Mais j'ai fait une erreur. Alexandre est un menteur et un infidèle. Mais ce que nous avions, toi et moi, c'était réel. Nous avons une histoire. Nous pourrions réessayer. Recommencer à zéro. Sincèrement choqué. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis. Je le vois maintenant. Je vois comment j'ai gâché quelque chose de bien pour quelqu'un qui t'a traité exactement de la même façon que tu m'as traité. L'interruption était dure mais nécessaire. Tu n'es pas désolé d'avoir trompé. Tu es désolé d'avoir été attrapé. Tu es désolé que ta fin de conte de fées se soit transformée en cauchemar. Mais si Alexandre avait été fidèle, tu serais encore marié avec lui et je serais encore le pigeon que tu as laissé derrière. Ce n'est pas vrai. Ça l'est. Et même si ça ne l'était pas, pensais-tu vraiment que je te reprendrais après tout ça? J'ai secoué la tête, riant presque de l'absurdité de la situation. Je ne suis pas ton plan B. Je ne suis pas ton filet de sécurité pour quand tes mauvaises décisions te pètent à la figure. Je t'aimais, a-t-elle insisté, désespérée maintenant. Je t'aime encore. Tu aimais la sécurité que j'apportais, la stabilité,
mais tu n'étais pas amoureuse de moi. Probablement plus depuis des années avant que tu ne commences ta liaison. Et je suis en paix avec ça maintenant. Ça m'a pris du temps, mais je suis en paix. C'était vrai, me suis-je rendu compte en le disant. Quelque part entre la planification de cette vengeance et le moment où je l'ai vu se dérouler, j'avais lâché prise. La colère qui m'avait conduit ici s'était consumée, laissant derrière elle quelque chose de plus propre. Pas exactement le pardon, mais l'acceptation. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, ne me laisse pas comme ça. Tout le monde sait maintenant. Tout le monde a vu. Tout le monde avait besoin de voir. Ils avaient besoin de savoir qui est vraiment Alexandre, et peut-être qui tu es vraiment, toi aussi. J'ai reculé d'un pas. Tu survivras à ça. Tu es forte. Tu es intelligente. Tu vas te reconstruire. Mais pas avec moi. Jamais avec moi. Je me suis retourné pour partir, mais une voix a retenti une dernière fois, rauque et brisée. Je suis désolé. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Tu méritais mieux. Je me suis arrêté, sans me retourner. Ouais, c'est vrai. En sortant du domaine des saules, laissant derrière moi le chaos, les larmes et les rêves brisés, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. L'air nocturne était frais et pur, effaçant le lourd parfum du lieu. J'entendais la rivière au loin, s'écoulant régulièrement en avant comme le temps lui-même. Mon téléphone a vibré. Guillaume, c'était intense. Tu vas bien? Moi, ouais. Merci d'avoir fait ça. Je sais que ce n'était pas facile. Guillaume, ma sœur dit que le karma ne pardonne pas. J'ai pensé lui donner un coup de pouce. Prends soin de toi. C'est ce que je ferai. C'est ce que je faisais déjà. Depuis 8 mois maintenant. Cette soirée n'était pas vraiment une question de vengeance. J'ai réalisé qu'il s'agissait de tourner la page. De voir clairement que la personne dont je pleurais la perte ne valait pas la peine d'être pleurée du tout. Je suis rentré chez moi dans mon petit appartement avec ces meubles que j'avais choisis et ces murs peints de couleurs que j'aimais. J'ai pensé à la femme de mon groupe de course à pied, à notre prochain dîner en amoureux. J'ai pensé aux mots de ma thérapeute, guérir ne consiste pas à oublier. Il s'agit d'atteindre un point où le souvenir ne vous contrôle plus. Je n'étais pas encore guéri, mais j'étais en train de guérir et c'était suffisant. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon café préféré, celui qui faisait désormais partie de ma routine du samedi matin, quand je l'ai vue. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, les cheveux tirés en arrière dans une simple queue de cheval au lieu de la perfection stylisée qu'elle avait l'habitude d'arborer. Elle portait un jean et un sweat. Je l'avais rarement vue dans une tenue aussi décontractée pendant notre mariage. Elle était seule, regardant son téléphone avec une intensité qui suggérait qu'elle évitait de regarder le monde qui l'entourait. J'aurais pu partir. J'aurais probablement dû. Nous n'avions eu aucun contact depuis le mariage, et je m'étais satisfait de ce silence. Mais quelque chose m'a poussé à rester. M'a poussé à l'observer pendant un moment avant qu'elle ne sente mon regard et lève les yeux. La reconnaissance dans ses yeux a été immédiate, suivie d'un éclair de quelque chose d'autre. De la peur, de la honte. Elle s'est à moitié levée comme pour fuir, puis s'est lentement rassise. Nous nous sommes dévisagés à travers le café bondé, des années d'histoire planant entre nous comme du brouillard. Finalement, j'ai pris mon café et je me suis approché. Ça te dérange si je m'assois? Elle a secoué la tête en silence et je me suis installé sur la chaise en face d'elle. Comment vas-tu? Ai-je demandé avant de me sentir immédiatement stupide. Comment pensais-je qu'elle allait? Je survis, a-t-elle dit doucement. Un jour après l'autre. Tu as l'air d'aller plutôt bien, en fait? Elle a hoché la tête, ses doigts jouant nerveusement avec sa tasse de café. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. Camille me l'a dit. Camille, sa sœur. J'étais légèrement surpris qu'elle parle encore de moi à des connaissances communes. De façon informelle, ai-je confirmé. C'est encore tout nouveau. C'est bien. Le silence flottait entre nous, gênant et lourd. Autour de nous, le café bourdonnait de l'activité normale d'un samedi matin, le cliquetis des ordinateurs portables, les rires d'amis, le sifflement de la machine à expresso. La vie ordinaire qui continuait malgré tout. J'ai commencé une thérapie, a-t-elle dit soudainement. 2 fois par semaine. Ma thérapeute dit que j'ai un schéma d'auto-sabotage.
que j'essayais d'échapper au sentiment d'être prise au piège en créant le chaos au lieu de m'attaquer aux vrais problèmes. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je n'ai rien dit. Le mariage a été annulé, a-t-elle poursuivi. Il s'est avéré qu'il y avait suffisamment de motifs. Alexandre ne l'a même pas contesté. Il est déjà passé à autre chose avec quelqu'un d'autre d'après ce que j'ai entendu. 25 ans, elle travaille dans sa salle de sport. Elle a ri amèrement. Je suppose que j'aurais dû le voir venir. Je suis désolé, ai-je dit, et j'ai été surpris de constater que je le pensais, du moins en partie. L'es-tu vraiment? Elle m'a regardé directement pour la première fois. Tu as orchestré la destruction de mon mariage. Tu as fait en sorte que je sois humilié devant tous les gens que je connais. Et tu es désolé. Je suis désolé que ça se soit terminé de cette façon pour toi. Pas désolé de ce que j'ai fait. Tu avais besoin de savoir la vérité sur Alexandre avant de lier ta vie à la sienne. Vraiment? Ou avais-tu juste besoin de sentir que tu avais gagné quelque chose? L'accusation est restée en suspens. Je l'ai considérée honnêtement, la retournant dans mon esprit comme une pierre. Peut-être que les deux sont vrais, ai-je admis. Peut-être que je voulais que tu souffres comme tu m'as fait souffrir, mais cela ne rend pas l'information fausse. Il te trompait abondamment. Tu méritais de le savoir. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant son café. Ma mère ne me parle plus. Elle dit que j'ai humilié la famille, que j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas quitter un mariage stable pour un homme que je connaissais à peine. Mon père a payé pour ce mariage. 46 000 € partis en fumée en une soirée. Ce n'était pas ma faute, ai-je dit fermement. Tu as fait les choix qui ont mené à ce mariage. Alexandre a fait les choix qui l'ont détruit. J'ai juste précipité la révélation. Tu as raison, a-t-elle dit. Et j'ai été surpris par cet aveu. Tu as absolument raison. Je n'arrête pas d'essayer de te blâmer parce que c'est plus facile que d'accepter la responsabilité. Ma thérapeute appelle ça de la projection. Elle a souri faiblement. J'apprends beaucoup de vocabulaire. La thérapie, c'est bien. J'y vais aussi. Ouais. Elle avait l'air sincèrement curieuse. Est-ce que ça aide? Plus que je ne l'espérais. Il s'avère que j'avais aussi beaucoup de choses à régler. Pas seulement le divorce, mais des schémas de ma famille. Les façons dont j'avais appris à faire face à l'abandon. Pourquoi je suis resté dans un mariage qui ne rendait aucun de nous deux heureux? Elle a tressailli à ces mots. Je t'aimais, tu sais, au début. Je crois que j'ai juste oublié comment faire. Je me suis tellement focalisé sur ce qui n'allait pas que je ne pouvais plus voir ce qui allait bien. Je sais. J'ai fait la même chose. Nous étions tous les deux assez déconnectés à la fin. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait, a-t-elle dit rapidement. La liaison, les mensonges, il n'y a aucune excuse pour ça. J'aurais pu partir honnêtement, j'aurais pu mettre fin aux choses avant de commencer quelque chose de nouveau. Au lieu de cela, j'ai choisi la voie de la lâcheté. C'était nouveau. Cette conscience de soi, cette volonté d'assumer ses erreurs. La femme avec qui j'avais été marié aurait trouvé un moyen de tout justifier, de faire porter la responsabilité de ses actes à quelqu'un d'autre. Que fais-tu maintenant, ai-je demandé. Où vis-tu, avec ta sœur? En fait, la maison a été vendue. Je ne pouvais pas me la payer seul, et y rester donnait l'impression de vivre dans un mausolée de toute façon. Trop de fantômes. Elle a fait une pause. Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit ce soir-là, sur le fait d'être un plan B. Et tu avais raison. C'est exactement ce que j'essayais de faire. J'ai paniqué quand Alexandre s'est révélé être une fraude. Et mon premier instinct a été de courir me mettre en sécurité. Vers toi. Comme si tu étais un hôtel où je pouvais de nouveau m'enregistrer. Mais je ne le suis pas. Non, tu ne le es pas. Tu es une personne que j'ai gravement blessée et je n'avais aucun droit de te demander quoi que ce soit, encore moins une seconde chance. Elle a pris une inspiration tremblante. J'essaie d'apprendre à être seul. À réparer ce qui est brisé en moi avant de l'infliger à quelqu'un d'autre. C'est vraiment mature. C'est surtout très dur, a-t-elle corrigé. Je déteste être seul. Je déteste devoir me retrouver face à moi-même sans distraction, mais ma thérapeute dit que c'est nécessaire. Elle dit que je dois découvrir qui je suis quand je ne me définis pas à travers une relation.
J'ai repensé à mon propre parcours, aux mois que j'avais passé à apprendre les mêmes leçons. Ça devient plus facile, ai-je offert, la partie sur la solitude. Tu commences à trouver des choses qui ne sont qu'à toi, des choses qui te rendent heureux sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour les valider. Comme quoi? Comme la course. Je cours presque tous les jours maintenant. Je ne l'ai jamais fait quand nous étions mariés. Tu as toujours dit que c'était ennuyeux, mais j'adore ça. J'adore le rythme, les endorphines. La façon dont mon esprit s'éclaircit. J'ai couru 2 semi-marathons au cours des derniers mois. Vraiment? C'est génial. Elle semblait sincèrement heureuse. Je me suis mise à la peinture. Rien de bon, mais c'est thérapeutique de se permettre d'être mauvais dans quelque chose, tu sais, de ne pas avoir besoin d'être parfait. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, naviguant prudemment sur le champ de mine de notre passé commun. Elle m'a parlé de son travail, de la façon dont elle avait accepté une rétrogradation pour échapper au ragot du bureau après le fiasco du mariage. Je lui ai parlé de ma promotion, du grand projet que je dirigeais. Nous avons parlé d'amis communs, de souvenirs partagés, des détails banals de nos vies séparées. Ce n'était pas exactement une conclusion. Une conclusion suggérait une fin, un chapitre final. Cela ressemblait plutôt à une prise de perspective, comme 2 personnes qui avaient été trop près d'un tableau et qui prenaient enfin assez de recul pour voir l'œuvre dans son ensemble. Je devrais y aller, a-t-elle fini par dire en regardant son téléphone. Rendez-vous chez le thérapeute dans 1 heure. Ouais, je devrais y aller aussi. Des projets pour cet après-midi. Nous nous sommes tenus debout maladroitement, aucun de nous ne sachant trop comment mettre fin à cette rencontre inattendue. Merci, a-t-elle finalement dit, de t'être assis avec moi. Tu n'y étais pas obligé. Je sais. Es-tu heureuse? Vraiment? J'ai considéré la question sérieusement. J'y arrive. Plus heureux que je ne l'étais. Assez heureux. Elle a hoché la tête, quelque chose ressemblant à de la paix traversant ses traits. Bien. C'est bien. Tu mérites d'être heureux. Toi aussi, me suis-je surpris à dire finalement, quand tu auras fait le travail. Peut-être. Elle a hésité, puis a tendu la main. Au revoir. Pour de vrai, cette fois. Je lui ai serré la main, j'ai senti la chaleur familière de sa peau une dernière fois. Au revoir. Je l'ai regardé quitter le café, disparaissant dans la foule du samedi matin. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne me sentais plus en colère. Je ne me sentais pas vengé, ni supérieur, ni blessé. Je me sentais juste libre. La femme de mon groupe de course à pied, Chloé, m'a envoyé un texto pour me demander si je venais toujours au parc cet après-midi. Elle m'enseignait la photographie, partageant sa passion de la même manière que j'avais partagé la course à pied avec elle. Nous prenions les choses lentement, portant tous les 2 des blessures de relations précédentes, tous les 2 prudents à l'idée de promettre trop vite. Je suis en route, ai-je répondu. En quittant le café, j'ai pensé à la vengeance et au karma, aux choix et aux conséquences. Le soir du mariage, je m'étais senti comme un agent de la justice, délivrant une punition méritée. Mais en m'asseyant avec mon ex-femme aujourd'hui, en la voyant réellement assumer ses responsabilités et essayer de changer, j'ai réalisé quelque chose d'important. La vengeance ne m'avait pas guéri, le temps l'avait fait, la thérapie l'avait fait, se construire une nouvelle vie l'avait fait. Le désastre du mariage m'avait donné un moment de satisfaction, bien sûr, mais c'était tout ce qui avait suivi la course à pied, les amis, les samedis matins tranquilles avec un bon café et sans drame qui m'avaient réellement reconstruit. Mon téléphone a vibré avec un message de Guillaume, le propriétaire. Nous étions restés en contact de temps en temps. Des alliés improbables liés par cette seule soirée dramatique. J'ai vu l'Instagram de ton ex. On dirait qu'elle va mieux. Ça te va? J'ai souri et j'ai répondu, ouais, je vais bien. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Et je le pensais. Pas parce que j'étais un saint ou parce que j'avais tout pardonné. Certaines trahisons ne méritent pas le pardon. Mais parce que son bonheur ou son malheur n'affectait plus le mien. Elle n'était plus le personnage principal de mon histoire. Pas même le méchant. Elle était juste quelqu'un que j'avais connu. Quelqu'un qui m'avait enseigné d'importantes leçons sur moi-même, même si elle les avait enseignées de façon douloureuse. J'ai conduit jusqu'au parc où Chloé m'attendait, l'appareil photo à la main, son sourire radieux et sans complication.
Alors que je me garais et marchais vers elle, j'ai senti le dernier poids de mon ancien mariage s'envoler comme un oiseau prenant son envol. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. Parfois, c'est simplement de bien vivre, d'aller de l'avant et de refuser de laisser les mauvais choix de quelqu'un d'autre définir votre avenir. Prêt à prendre de superbes photos, a lancé Chloé. Prêt, ai-je dit. Et j'étais prêt pour ce nouveau chapitre, cette nouvelle vie, ces nouvelles possibilités. Le passé serait toujours là, une collection de cicatrices et de leçons apprises. Mais il n'avait plus le pouvoir de me retenir. J'étais libre. Enfin, complètement libre. Et cela valait plus que n'importe quelle vengeance.